Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on passe à la deuxième partie du cours concernant le travail et énergie interne. Dans la première partie, nous avons commencé par citer quelques effets du travail d'une force reçue par quelques systèmes différents. Nous avons conclu que le travail d'une force peut influencer sur l'énergie stockée dans ces systèmes que nous avons bien sûr appelé l'énergie interne. Aujourd'hui, on va parler des modes de transfert de cette énergie interne, qui est la somme de l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Donc, j'ai mentionné déjà ces modes de transfert d'énergie qui sont le transfert par chaleur et le transfert par le travail. Donc, on va commencer cette vidéo par étudier l'énergie transférée par travail à un système. Alors, lorsqu'un système est soumis à des forces extérieures qui effectuent un travail W, bien sûr, ce système il va échanger de l'énergie avec ce milieu extérieur. Et nous disons dans ce cas que la variation de l'énergie interne, delta U, est égale à la quantité d'énergie échangée. Bien sûr, la quantité d'énergie échangée dans ce cas, c'est le travail W, et on écrit tout simplement que delta U est égal à W. Donc, c'est la relation qu'il faut retenir de cette partie. Ça veut dire que lorsque vous avez un système qui échange d'énergie par travail, dans ce cas, la variation de l'énergie interne est égale au travail effectué par les forces qui s'exercent sur le système. Pour comprendre mieux, bien sûr, on va prendre un exemple. Alors, on presse un gaz dans une seringue en exerçant sur le piston, voici le piston, on va exercer sur ce piston-là une force F. Et bien sûr, le piston il va prendre une autre position d'équilibre après un déplacement delta L. Donc le déplacement de cette position-là vers cette position-là, c'est un déplacement que je vais appeler delta L. Dans ce cas, donc avant le déplacement, il y a donc une pression P0, donc c'est la pression initiale du gaz. Et bien sûr, ce gaz-là, il occupe un volume que je vais appeler V0. Donc c'est le volume initial du gaz. Après le déplacement du piston, nous avons une autre pression P1, donc c'est la pression finale du gaz. Et bien sûr, dans ce cas, le gaz il occupe un autre volume, V1, donc il a été diminué bien sûr, donc c'est le volume final. Et n'oubliez pas que le piston a été déplacé de cette distance-là, delta L. Alors, au début, le piston était là, il était mobile bien sûr, donc son énergie cinétique initiale est nulle. Et lorsqu'il était déplacé ici, bien sûr, il était mobile aussi, ici, et donc son énergie cinétique finale est nulle. Et si je calcule la variation de l'énergie cinétique entre l'état final et l'état initial, bien sûr, on va trouver 0. D'accord? Si je calcule l'énergie potentielle de pesanteur, on va trouver aussi 0 parce que, bien sûr, il n'y a pas de changement dans l'altitude. Donc, lorsqu'il s'agit donc de l'énergie mécanique, c'est 0. Mais, bien sûr, cette force-là, elle travaille. Ça veut dire qu'il n'est pas nul. Le travail de cette force-là, il n'est pas nul. Donc, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, le gaz a donc emmagasiné, il a stocké une énergie sous une autre forme d'énergie différente, qui est différente de l'énergie cinétique que vous connaissez, l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc, une remarque ici très importante avant de conclure. Bien sûr, je suppose ici qu'il n'y a pas de changement de transfert d'énergie par chaleur, d'accord? Donc, je vais essayer de poser que le piston ici a été déplacé lentement. Parce que si je déplace par exemple le piston très vite, il peut y avoir de l'augmentation de la température, donc il y aura un changement de chaleur aussi avec le milieu extérieur. Donc, on suppose que le déplacement du piston, il se fait lentement, c'est-à-dire que Q égale à 0, d'accord? Donc, dans l'autre cas, le cas général, s'il y a aussi un transfert par chaleur, il faut écrire ici donc W plus Q. On va voir ça plus tard, d'accord? Donc, dans ce cas, puisque je suis en train seulement d'expliquer, nous sommes en train d'expliquer l'énergie transférée par travail, donc je vais prendre seulement le cas où la variation de l'énergie cinétique est égale à W, d'accord? Alors, donc, on peut dire que dans cet exemple que nous avons ici, sous l'effet de la force F, donc la force que nous avons exercée sur le piston, donc qui le déplace,
il y a augmentation de l'énergie interne du gaz et donc la variation de son énergie interne. Donc c'est ça la conclusion de cette partie-là. Et donc on écrit que delta U est égal à W. D'accord? Avant de passer à l'énergie transférée par chaleur, calculons le travail de cette force-là. Donc c'est une partie très importante dans les exercices. Donc on va calculer le travail de la force F. Alors, par définition, le travail d'une force, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement delta L. En développant ce produit scalaire, on trouve que c'est le produit entre l'intensité de la force F et fois la distance delta L fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, puisque le vecteur force et le vecteur déplacement, ils ont le même sens, donc l'angle entre les deux, c'est 0, et le cosinus de 0, c'est 1, et donc on trouve finalement que le travail de cette force-là, c'est F fois delta L. D'après l'équilibre du piston, donc nous avons F est égal à F fois G. Donc avec Fg, c'est quoi? C'est la force appliquée par le gaz sur le piston. Donc c'est ce qu'on appelle la force pressante. Donc vous l'avez vu en tronc commun. C'est cette force-là. Donc c'est la force exercée par le gaz, donc d'une manière générale par un fluide, que ce soit donc un gaz ou un liquide, sur la paroi, disons ici, de piston. D'accord? Donc d'une manière générale, c'est une force, donc la force pressante, c'est une force qui modélise l'action des particules d'un fluide sur les parois du récipient qui le contient. Donc le récipient ici, c'est la seringue, et bien sûr, le fluide, c'est le gaz. La direction est toujours donc perpendiculaire à la paroi, elle est perpendiculaire donc au piston, et le sens, comme j'ai dit, c'est du fluide vers la paroi. Donc ici, c'est du gaz vers le piston. D'accord? Pour la valeur, donc la valeur de cette force-là, elle dépend bien sûr de la pression du fluide et de la surface de contact. D'accord? On peut écrire donc que cette force-là, la force pressante, est égale donc, au produit de la pression du gaz, dans ce cas, fois S qui est donc la surface pressée. D'accord? Plus donc la pression du fluide, donc du gaz dans ce cas, est importante, plus la force pressante est importante, il augmente, d'accord? Et plus la surface de contact entre le gaz et le piston est importante, plus la pression augmente, d'accord? Alors, donc on va utiliser cette information pour calculer le travail de la force F. Alors, on va remplacer maintenant F ici par Fg, et Fg bien sûr par P1 fois S. Donc ça va devenir P1 fois S fois delta L. Donc voici l'expression du travail. Et on sait qu'une surface fois un déplacement, c'est tout simplement un volume. D'accord? Bon, donc pour être plus précis, bien sûr, sur la variation du volume du gaz. Lorsque le piston, donc bien sûr, il se déplace de cette position à celle-ci, bien sûr, il y a donc une variation du volume, delta V. D'accord? Et donc delta V dans ce cas c'est quoi? C'est V0 moins V1, puisque donc le volume il diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est positif. On dit dans ce cas que le gaz il reçoit de l'énergie sous forme de travail. Et donc on remplace delta V par V0 moins V1. Donc c'est le volume initial moins le volume final. D'accord? Puisque donc bien sûr le volume il diminue. D'accord? Le volume ici est supérieur à celui-là, donc il faut écrire V0 moins V1. D'accord? Et dans ce cas, bien sûr, le travail de cette force-là est positif parce que V0 est supérieur à V1. Donc, c'est un travail moteur. Passons ensuite au deuxième cas, donc le transfert d'énergie par chaleur, ce qu'on appelle tout simplement le transfert thermique. Et commençons par la définition. Alors, lorsque deux corps qui ont des températures différentes sont mis en contact, on constate que la température du corps chaud diminue, tandis que la température du corps froid augmente. Il y a donc ce qu'on appelle le transfert d'énergie entre les deux corps, ou bien tout simplement le transfert thermique. D'accord? Donc, en gros, lorsque deux objets ont des températures différentes se touchent, il y a de la chaleur qui est transférée. D'accord? Et l'objet le plus froid devient plus chaud jusqu'à ce que les deux objets aient la même température. D'accord? C'est toujours
donc du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc c'est une information très importante à connaître et à retenir, d'accord? Donc là voilà, le sens de transfert thermique est toujours, il s'effectue d'une manière spontanée du corps qui a la température la plus élevée au corps qui a la température la plus basse, d'accord? C'est toujours donc dans cette direction, du corps avec la température la plus élevée vers le corps qui a la température la plus basse. Donc le mot spontanément ici est très important, d'accord? Spontanément, ça veut dire qu'on ne peut pas donc l'arrêter, on ne peut pas la déclencher, donc il se passe comme ça par expérience, d'accord? C'est toujours du corps chaud vers le corps le plus froid, d'accord? Voyons voir maintenant quelques modes de transfert thermique et commençons par ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction. Ce genre de transfert thermique est spécifique au solide. Prenons un exemple. Alors, on considère deux béchers. L'un contient de l'eau chaude et l'autre de l'eau froide. Et on les relie par une tige métallique, comme vous voyez sur cette figure-là. On mesure au cours du temps la température de l'eau de chacun des béchers, mais aussi celle de la tige en différents endroits. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, on constate que le bécher d'eau chaude se refroidit, ça veut dire que la température ici, elle diminue, et le bécher d'eau froide se réchauffe, ça veut dire que la température augmente ici. Tandis que la tige métallique voit sa température augmenter progressivement à partir, bien sûr, du bécher d'eau chaude en respectant, bien sûr, le sens de transfert thermique. Et au bout d'un certain temps, finalement, le système est à l'équilibre et on obtient de l'eau tiède à la même température dans les deux béchers. T1 égale à T2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est tout simplement, il y a eu un transfert thermique par conduction entre le bécher d'eau chaude et le bécher d'eau froide. D'accord? C'est ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction et il se réalise sans transport de matière. Donc vous avez remarqué ici qu'il n'y a pas de transfert de matière. On n'a pas transporté de l'eau d'ici à ici, mais seulement de l'énergie thermique qui a été transportée. Donc de l'énergie thermique qui a été transportée du bécher qui contient l'eau chaude vers donc, le bécher qui contient l'eau froide. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction. Et comme j'ai dit, il est spécifique au solide. Passons au deuxième mode de transfert thermique, c'est ce qu'on appelle le transfert thermique par convection. Alors, ce genre de transfert thermique est spécifique pour les fluides, ça veut dire pour les liquides et les gaz, on peut dire aussi pour l'air. Alors, dans les gaz et les liquides, le transfert thermique est plus complexe, ça veut dire par rapport au solide. Pourquoi? Parce que le phénomène de transfert dans ce cas, il s'accompagne du mouvement de la matière. Donc ici, dans le cas du transfert thermique par convection, nous avons le transport de matière. C'est donc par opposition du cas précédent, ça veut dire dans le cas du transfert thermique par conduction, nous avons dit qu'il se réalise sans transport de matière. Mais dans le cas donc, de la convection, nous avons un transport de matière. Alors c'est quoi la convection? La convection, c'est un mouvement dans un gaz ou un liquide qui est causé par des différences de température. Et ce mouvement-là, bien sûr, il transfère la chaleur dans le gaz et le liquide. D'accord? Alors, prenons un exemple. Nous avons ici donc du feu. Alors, au-dessus de la flamme, que vous voyez ici, la température, bien sûr, de l'air, le plus proche du feu, il augmente. Il s'élève, donc il s'élève et il est remplacé par l'air plus froid. Puis donc le cycle recommence, donc la température elle va encore une fois donc au-dessus de la flamme, elle va augmenter, elle s'élève et donc le cycle recommence. Autrement dit, donc imaginons que vous mettez vos mains au-dessus de ce feu-là, d'accord? Alors, vous allez ressentir bien sûr de l'air chaud, d'accord? En effet, celui-ci est produit par convection. Ça veut dire que la convection elle se fait grâce aux molécules d'air, donc le dioxygène et le diazote, qui se trouvent bien sûr au-dessus du feu. Alors, ces molécules d'air, elles montent vers le haut, où il fait plus froid, et donc bien sûr, lors de leur montée, elles entrent en contact avec la main, d'où la sensation de chaleur.
Donc c'est ça le transfert thermique par convection. Donc, donc lorsque je dis qu'il y a le transport de matière, bien sûr, je parle bien des molécules d'air. Donc les molécules d'air, ce sont bien sûr de la matière. D'accord? Alors, pour conclure, un transfert thermique s'effectue bien par conduction ou par convection. Et ces modes de transfert nécessitent la présence d'un milieu matériel. Donc, il faut toujours un milieu matériel. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'effectuer dans le vide. D'accord? C'est ça la signification. Le transfert thermique, bien sûr, il peut élever la température d'un corps. Et le transfert thermique, il peut aboutir à un changement d'état physique d'un corps pur. Par exemple, comme le fer. D'accord? Je peux brûler le fer et changer son état physique. D'accord? Alors, donc, j'ai parlé beaucoup donc, du transfert thermique et nous avons dit par exemple ici, le transfert thermique, donc nous avons dit qu'il n'y a pas du transport de matière, mais il y a quelque chose qui est transporté. Et ce quelque chose qui est transporté, bien sûr, c'est l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. D'accord? Alors, un transfert thermique est un transfert d'énergie d'un corps chaud vers un corps froid, comme nous l'avons dit. Et cette énergie qui se transfère, elle s'appelle énergie thermique ou bien la quantité de chaleur. Et on la note par la lettre Q, donc nous l'avons déjà vu. Et bien sûr, c'est une énergie, donc son unité est le joule. D'accord? Passons au transfert thermique par rayonnement. Donc le rayonnement, c'est le troisième type de transfert de chaleur. Par exemple, la Terre, il se réchauffe sous l'effet des rayons solaires. Mais on sait que entre la Terre et le Soleil, il y a du vide. Le vide, c'est tout simplement un milieu qui ne contient pas de matière. D'accord? Alors, donc le vide entre la Terre et le Soleil ne permet pas un transfert thermique. Mais on sait que donc, le Soleil, il peut donc chauffer la Terre. Alors, quel mode de transfert d'énergie existe-t-il entre la Terre et le Soleil? Donc, contrairement à la convection et à la conduction, aucune matière n'est nécessaire pour le rayonnement. Le rayonnement thermique, c'est le transfert d'énergie par onde électromagnétique. Alors, on peut dire que ce sont des radiations visibles et invisibles émises par le Soleil qui permettent un transfert d'énergie, ce qu'on appelle donc le transfert par rayonnement. D'accord? Et donc, tout corps, du fait de sa température, il rayonne. Ça veut dire tout simplement que tous les corps émettent des radiations. Même donc le feu que nous avons ici, donc il émet des radiations. D'accord? D'ailleurs, dans cette figure-là, donc nous avons déjà ici les rayonnements. Donc ça veut dire que le feu, il émet donc des radiations. Et donc ces radiations, ce rayonnement, est de même nature que la lumière. Et on sait que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et donc finalement, on conclut que ce sont des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie dans ce cas. Donc lorsqu'on parle de transfert thermique par rayonnement, c'est par les ondes électromagnétiques émises par le Soleil, par exemple, dans ce cas. D'accord? Bon, ce sont des ondes infrarouges, mais donc les ondes infrarouges, ce sont une partie du spectre électromagnétique. D'accord? Donc voilà l'exemple du feu. Donc l'exemple du feu est très intéressant parce qu'on peut avoir les trois types de transferts que nous avons vus jusqu'à présent. On peut avoir donc la convection, comme je l'ai expliqué donc auparavant, et même donc on peut avoir la conduction, bien sûr en prenant par exemple une barre de fer ou une barre métallique, on va donc la réchauffer, il y aura donc du transport bien sûr de chaleur de la partie chaude vers la partie froide. D'accord? Donc c'est la conduction. Et bien sûr, le feu, donc il émet des rayonnements. Et donc il y a aussi donc, un transfert thermique par rayonnement. Donc les trois exemples, on peut les voir avec le feu. D'accord? Alors pour conclure, le rayonnement thermique, c'est une émission de rayonnement électromagnétique par un corps chaud. Et ce rayonnement, il a la particularité de se déplacer dans le vide, comme par exemple le cas du rayonnement solaire. Donc il a la particularité de se déplacer, de voyager dans le vide. D'accord? Alors, l'énergie électromagnétique reçue par le système, comme la Terre par exemple ici, est absorbée et convertie en énergie thermique, en chaleur. Donc c'est ce qui nous intéresse ici parce que nous sommes en train d'étudier le transfert thermique, le transfert de la chaleur. D'accord?
Donc, ce qu'il faut retenir de cette dernière partie, c'est que les ondes électromagnétiques transportent l'énergie à travers l'espace et le rayonnement thermique, c'est la façon dont le Soleil chauffe la Terre, d'accord? Et bien sûr, l'énergie du Soleil voyage, se forme d'ondes dans l'espace et non à travers des atomes ou bien des molécules, d'accord? Passons à la dernière partie de ce cours qui est le premier principe de la thermodynamique. Alors, la thermodynamique, c'est une branche de la physique qui s'intéresse à l'étude des échanges d'énergie entre les systèmes ou bien entre les systèmes et le milieu extérieur lors de transformation de la matière. Alors, lorsqu'on entend le mot transformation, il correspond tout simplement à un changement de l'état d'un système thermodynamique. D'accord? Et j'ai dit auparavant que donc un système thermodynamique, c'est un système qui contient un très grand nombre de particules. D'accord? La thermodynamique donc, a été née en 19e siècle, de la nécessité de comprendre le fonctionnement des machines thermiques produites au début de l'ère industrielle. Donc ça, c'est un peu de l'histoire. Mais on sait qu'aujourd'hui, donc la thermodynamique est là pour objet principal, c'est l'étude des phénomènes mécaniques comme le travail et la pression, couplés en même temps aux phénomènes thermiques comme disons la chaleur, la température, bien sûr tous les deux considérés du point de vue macroscopique, d'accord? Donc en thermodynamique, on s'intéresse à l'aspect macroscopique des systèmes. Alors, c'est quoi ce premier principe? Voyons voir l'énoncé. Au cours d'une transformation, comme je viens de dire, une transformation correspond à un changement de l'état d'un système. Donc, au cours d'une transformation, la variation de l'énergie interne, delta U, est égale à l'énergie totale échangée avec l'extérieur. L'énergie totale. Donc, lorsque je parle de la variation de l'énergie interne, il peut être échangée par travail ou bien par chaleur. Donc, l'énergie totale, c'est la somme de la chaleur et du travail. D'accord? Donc, je peux dire qu'au cours d'une transformation, la variation de l'énergie interne delta U est égale à la somme des énergies transférées par travail ou par chaleur, et on écrit que delta U est égal à Q plus W. D'accord? Donc, c'est ça le premier principe de la thermodynamique. Rappelez-vous de cette équation-là. Et rappelez-vous aussi que de la convention de Sin, alors le travail et la chaleur sont positifs s'ils sont reçus par le système et négatifs s'ils sont fournis par le système. D'accord? Donc rappelez-vous de ces deux informations, donc l'énoncé et aussi la convention du Sin. Alors en thermodynamique, lorsqu'on parle d'une transformation, comme j'ai dit, ça veut dire un changement de l'état d'un système. Mais bien sûr, il existe des transformations différentes, des transformations particulières, selon donc le type des échanges entre le système et le milieu extérieur, ou bien donc des échanges à l'intérieur du système. Alors, on va définir ce qu'on appelle une transformation cyclique. C'est une transformation très importante en thermodynamique. On dit qu'un système effectue une transformation cyclique, ou bien fermée, si l'état final coïncide avec l'état initial et par conséquent, la variation de l'énergie interne est nulle. Donc nous avons vu que la variation de l'énergie interne, c'est l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Donc une transformation cyclique, l'état final, il coïncide avec l'état initial. Donc voici un schéma qui représente ça. Donc voici l'état A et l'état B. Donc, lorsque vous avez une transformation cyclique ou fermée, comme vous le voyez ici, l'énergie interne de l'état initial est égale à l'énergie interne de l'état final. Ça veut dire que delta U est égal à 0. Donc, la variation de l'énergie interne est nulle. D'accord? Et on va écrire donc delta U égale à 0. Ça veut dire quoi en utilisant cette équation-là? Ça veut dire que le travail est égal à moins la chaleur. Rappelez-vous de ça. Donc, lors d'une transformation cyclique, le travail est égal à moins la chaleur. Et on peut rencontrer plusieurs systèmes qui sont différents en thermodynamique, bien sûr selon toujours les échanges entre le milieu extérieur et le système. Alors, il existe ce qu'on appelle un système isolé. Donc, un système est dit isolé s'il n'échange ni énergie ni matière avec le milieu extérieur. Ça veut dire qu'il ne change rien avec le milieu extérieur. Et bien sûr, dans ce cas, delta U est égal à 0, ou encore on dit que l'énergie interne est constante. Ça veut dire qu'on dit aussi que le système est conservé dans ce cas, parce qu'il n'y a pas d'échange d'énergie
et de matière avec le milieu extérieur, donc le système est conservé, il ne change rien, donc elle reste constante, d'accord? Donc l'énergie interne est constante lorsque il s'agit du système isolé. Il existe aussi ce qu'on appelle un système adiabatique, également donc une transformation adiabatique. Alors, un système est dit adiabatique s'il n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Donc il peut échanger de l'énergie sous forme de travail, mais il ne change pas de la chaleur, d'accord? Donc et dans ce cas, bien sûr, la variation de l'énergie interne est égale au travail effectué par une force exercée sur le système, d'accord? Delta E est égal à W. Il y a ce qu'on appelle aussi un système ouvert. Donc un système ouvert, c'est un système qui échange du travail et de la chaleur avec le milieu extérieur, mais également de la matière. Donc il échange tout avec le milieu extérieur. Et contrairement donc, à un système fermé qui échange d'énergie, donc il échange d'énergie sous forme de travail ou bien de la chaleur, mais il ne change pas de la matière. D'accord? Donc voilà, je l'ai représenté ici. Donc on sait que tous les systèmes, ils sont constitués bien sûr de la matière et de l'énergie. Donc l'énergie, c'est tout simplement à cause donc, des particules qui sont en agitation perpétuelle. Alors, donc bien sûr, l'énergie est stockée donc, dans les systèmes. Pour un système thermodynamique isolé, il n'y a pas donc d'échange ni d'énergie ni de matière avec le milieu extérieur. Et pour le système thermodynamique fermé, nous avons échange d'énergie, mais pas de matière. Et pour un système thermodynamique qui est ouvert, bien sûr, il y a échange d'énergie et aussi de la matière avec le milieu extérieur. Alors, cette section, c'était la dernière section de ce cours. Je ne sais pas si j'ai oublié de mentionner quelque chose. Si c'est le cas, prévenez-moi dans la section des commentaires et dites-le moi. Donc, un dernier commentaire avant de terminer sur donc, l'énergie totale. L'énergie totale donc, d'un système, l'énergie totale est décomposée en deux parties. Donc j'ai déjà donné cette équation-là. C'est l'énergie macroscopique, autrement dit c'est l'énergie mécanique du système, plus l'énergie microscopique. L'énergie microscopique, c'est tout simplement l'énergie interne. D'accord? Donc l'énergie macroscopique, autrement dit l'énergie mécanique, elle comprend le mouvement d'ensemble d'un système. L'ensemble d'un système, ça veut dire par exemple un solide qui est en rotation, un courant dans un fluide, etc. Et aussi les énergies potentielles, bien sûr, comme l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Et bien aussi l'énergie électrostatique, par exemple, si le système est chargé. D'accord? Et ainsi de suite. Tandis que pour l'énergie interne, elle représente le reste de l'énergie du système. Par exemple, le mouvement d'agitation moléculaire, l'énergie d'interaction entre les particules, etc. Et en thermodynamique, en général, donc, on ne considère presque toujours que des situations où l'énergie macroscopique, ça veut dire l'énergie mécanique, est constante. Ça veut dire que le système est immobile, macroscopiquement. Un corps solide est immobile. Ça veut dire, dans ce cas, que l'énergie mécanique est zéro, et donc on s'intéresse seulement à l'énergie interne. D'accord? Donc un système qui est immobile, ça veut dire qu'il ne change pas d'altitude, etc. Et il reste les variations d'énergie du système qui sont alors égales aux variations d'énergie interne, delta U. D'accord? Donc la variation totale du système, c'est la variation de l'énergie interne dans ce cas. D'accord? Et comme j'ai dit, l'énergie interne, c'est la somme de plusieurs termes. Donc il peut être l'énergie cinétique microscopique, l'énergie d'interaction entre les particules. Donc il y en a bien d'autres que je n'ai pas citées dans ce cours-là. Donc vous avez des questions concernant ce cours-là, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires. Vous pouvez utiliser donc aussi les mails. Donc sinon, à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.